Comme ministre du Travail, il a joué les premiers rôles dans les conflits qui ont bouleversé le Québec durant les années 70. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour, M. Morin. Comme ministre du Travail, principalement, est-ce que ça vous faisait plaisir d'être toujours sur la sellette ou si vous trouviez ça à la longue un peu fatigant? J'avais suffisamment à l'époque d'énergie pour faire face à n'importe quoi. Tu sais, quand tu penses là, que mon boss avait 38 ans, puis moi aussi. À 38 ans, là, on fait des choses qu'on ne ferait pas à 70 puis à 60. Tu ne penses pas de la même manière. Les obstacles qui sont devant toi, ou bien non, tu sautes par-dessus, ou bien non, t'es défonces. Et quand, moi, je suis de nature fonceuse, il n'y a pas un conflit, il n'y a pas une situation où je me suis dit, je ne suis pas capable à part de United Aircraft. J'ai pas de solution, j'en ai pas. À part d'une législation. Puis la législation, si j'avais été capable de la passer, je l'aurais passée. Mais là, pour convaincre un gouvernement libéral, c'est pas un gouvernement péquiste, là, d'amender sa loi des relations de travail pour obliger les employeurs à faire des déductions syndicales, puis pour empêcher les employeurs d'utiliser les SCAB, ça débordait un peu du conservatisme qu'on pouvait attribuer dans le temps au gouvernement libéral. Mais ça, c'est une chose. Mais les autres affaires, là, un conflit, deux conflits, trois conflits, on les prenait un après l'autre. Puis des fois, trois ensemble. Ça dépendait. Puis j'avais un bon personnel. C'est-à-dire, il ne faut pas que je mette tout ça sur mon dos. J'avais des gens alentour de moi qui étaient, d'abord, qui épousaient ma façon de voir les choses. C'est-à-dire, il y a une solution à ce problème-là. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de solution à ce problème-là. On va en trouver une solution. Puis des fois, la plupart du temps, on la trouvait parce que les partis nous la donnaient, mais n'étaient pas capables de se la donner à eux autres. Tu sais, les principes, tu dis, là, OK, si j'y donne 5 cents de l'heure, tu m'en demander 10. J'y donne pas le 5. Donc, il m'en demande pas 10, il m'en demande 15, si tu veux. Des niaiseries semblables. Là. Des fois, tu as une grève, puis la solution est au bout du doigt des belligérants, mais ils n'osent pas se la donner. Ils vont en donner à un médiateur, ils vont en donner à un conciliateur qu'on a. Puis ces gens-là font des jobs continuellement, puis ils le faisaient dans le temps. Peut-être à cause de l'époque qui était plus difficile qu'aujourd'hui. Tu sais, les conditions économiques d'aujourd'hui, là, c'est pas bien propice à faire des longues grèves, ça, là. Il y a déjà le monde souffre assez. Mais dans le temps où c'était la richesse pas indéfinie, mais quand même, tout marchait dans la province de Québec, tout développait. En 70, 76, là, ça marchait, ça gaulait. Il y avait les Jeux olympiques qui s'en venaient, il y avait... enfin, mettons-en, là. Juste... Vous étiez une bonne cible de l'opposition à la période de questions. Ça, est-ce que c'est une joute que vous aimiez? Non, pas en tout. Vous n'aimiez pas ça, la période de questions. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était pas des questions qu'on posait, c'était des réponses qu'on donnait, et tout en les faisant sur une base de questions. Une fois, là, je me souviens, Jacques-Yvan Morin, il va s'en souvenir, il m'a fait une question qui était tellement longue, mais il avait commencé par « Est-ce que le ministre sait? » J'ai juste retenu ça. Puis quand il a eu fini sa question qui était très longue, je me suis levé, j'ai dit non. Non. Vous ne saviez pas. Il dit non. Il dit non, je ne sais pas. C'est tout, c'est assis, puis je me suis assis. J'ai dit pourquoi, là? C'était une période de questions, c'est probablement une joute, là, actuellement. Je le vois encore, là. Je ne suis pas capable de les voir, là, honnêtement, là, parce que quand j'écoute ça, là, je viens malade. C'était comme une joute. Moi, j'essaie de te pogner par ma question, mais je fais mon message pendant que je te pose ma question. Puis toi, tu essaies de ne pas répondre à ma question pour pouvoir me pogner dans ma question. C'est ça qui est absolument décourageant. Puis, tu as beau avoir des nouveaux qui arrivent, puis avec l'idée géniale de dire on va civiliser la période de questions, on va avoir une période de questions et réponses. Puis les questions, ça va être des vraies questions, puis les réponses, ça va être des vraies réponses.
Mais as-tu un ministre, toi, là, qui ne joue pas? Je regarde le premier ministre, là, jouer, là. Il s'amuse comme un petit fou. Mais moi, je ne m'amusais pas. Pourquoi je ne m'amusais pas? J'avais tous les problèmes dans le dos. Puis j'allais passer une demi-heure, 3/4 d'heure là, à attendre là, que des gens puissent me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Avez-vous réglé ça? Mais non, je ne peux pas vous dire que vous avez réglé ça. C'est en voie. Tu sais, allé répéter tous les jours. C'est en voie de négociation. C'est en voie de négociation. On est en train, on fait nos possibles. C'est pas comme quelqu'un qui dit je passe une loi. Je passe la loi un matin, OK, mais à défendre ma loi. Puis c'est devant vous autres, je vais la défendre. Mais allez dire pourquoi c'est pas réglé quand c'est pas toi qui es parti. Vous n'avez pas aimé ce travail, cette partie-là du travail de parlementaire? C'est-à-dire que le travail de parlementaire, avec tout le respect que je dois à ceux qui le font, pour moi, je ne l'ai pas connu vraiment. J'étais davantage un ministre, je n'ai pas été un partisan. Le travail partisan à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est un travail de partisan. C'est des partis politiques qui s'opposent par les députés interposés. Et ces gens-là sont toujours avec au moins une notion derrière la tête, c'est de faire mal à celui qui est en face, pour que, lors de la prochaine élection, qu'elle soit partielle ou générale, qu'on ait un avantage sur lui ou qui... Puis c'est la même chose des deux côtés. Alors, aimer ça quand ta profession n'est pas ça. Je sais que des gens aiment ça, jouissent là-dedans. Juste de dire, puis je me souviens quand Robert était là, Robert se levait avec son sourire, puis là, il répondait pas, il répondait jamais. Ah, le ministre, le député de telle date, de tel comté, a-t-il su ce qui se passait dans son comté hier? Tu te souviens de sa face? Avec son sourire, là, qui disait, ben écoute... Il aimait ce doute-là, M. Lui, Bourassa. c'était son plaisir, oui. tous les fois, là, mais il était en maîtrise de ça. Oui. Mais moi, mon occupation, c'était au travail, au ministre du Travail. Puis, le ministre du Travail, les seules raisons pour lesquelles j'allais là, c'était pour me faire embêter. Puis, vous haïssez ça. Vous ne deviez pas avoir beaucoup de temps de vous occuper de vos électeurs, né dans Robert Baldwin, qui a quand même un comté où les demandes étaient moins fortes, et le comté de Chambly avant. Non, il y avait, dans mon comté de Chambly, il y avait M. Lalonde qui s'est occupé de ce comté-là pendant tout le temps où j'étais député. Moi, je n'ai presque pas été là. Puis dans le comté de Robert Baldwin, où le monde c'était Dollard des Ormeaux, pas Beaconsfield, Pointe-Claire, etc., des comtés, là, disons, anglophones pour la plupart, qui étaient davantage préoccupés par des législations qui les affectaient, comme par exemple le Bill 22. Ça, le Bill 22, ça a été difficile. C'est la langue française que Robert avait passée. Ça a été difficile pour moi dans le comté là-bas, parce qu'il fallait expliquer une position à des anglophones qui n'en voulaient pas du Bill 22. Qui reléguait la langue anglaise à un niveau différent de celui de la langue française dans la province. Alors ça, ils n'en voulaient pas. Donc ça a été difficile. Mais il y avait toujours mon comté qui était géré par une femme, Mme Trottier, qui s'occupait des électeurs, qui s'en occupait. Puis qui me demandait à l'occasion d'aller à telle ou telle réception pour parler de... La plupart du temps, c'était du Bill 22. C'était pas des problèmes de comté comme, par exemple, on peut avoir dans un comté rural ou dans un comté à plus forte densité, où il y a plus de monde de différents niveaux de revenus, par exemple. Le comté de Saint-Jacques, ça prenait quelqu'un pour s'occuper des gens-là, parce que c'était du monde qui avait besoin de toucher à son député. C'était une partie d'eux autres dans le comté de Saint-Jacques. La même chose probablement dans le comté de Chambly. Mais dans le comté de Baldwin, c'est un comté qui est encore pareil aujourd'hui. Le député, c'est une personne correcte. On n'a pas besoin dans notre vie journalière. On va plus avoir besoin du conseil municipal, parce que ça, c'est plus proche des préoccupations immédiates des gens. Mais le député, là, c'est la législation qui fait à l'autre bout. Si la législation nous affecte, là, on veut y parler. Mais s'il n'y a pas de législation qui nous affecte, là, que le ministre du Travail soit pogné avec un problème de construction, ça n'engendre pas de problème dans un comté comme Robert Baldwin. Durant les 7 années où vous avez été en politique, là, tout compris, là, comment vous conciliez ce travail-là là, de ministre, de député dans les comtés, 4 comtés différents, votre vie familiale, vos loisirs, si vous en aviez, comment vous organisez votre temps? Oh, c'est pas moi qui l'organisais, c'est les circonstances qui l'organisaient. Ma femme s'organisait pour quand j'étais à la maison, mais la plupart du temps, j'étais à l'extérieur.
Des loisirs, j'en connais pas. Je n'ai jamais eu de loisirs pendant cette période-là. La vie de comté, je ne les connais pas non plus. Si j'avais été un député, mettons, vraiment de la nature des députés qui doivent être, là. Mais j'étais plus un technicien des relations de travail qu'un technicien de la politique. Je n'ai pas participé aux grandes délibérations du Parti libéral. Je n'ai pas participé non plus à l'Union nationale. C'était pas mon bag. C'était pas moi, ça. Les gens méritent mieux que moi, là, dans le sens que si l'Assemblée nationale doit être l'endroit où on a un représentant qu'on veut toucher de temps en temps, arrangez-vous pour qu'il soit ministre du Travail. Mais, encore là, c'était mon époque. À mon époque, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les expériences qui ont été vécues par tous les gens, que ce soit patronales ou syndicales, que toutes ces institutions-là ont appris à vivre dans un contexte qui est un contexte social qui n'est pas en dégénérescence ni en effervescence. Mais quand tu vis, là, à partir de 70, tu as eu la période qui a commencé en 60 jusqu'en 70, qui a culminé avec l'assassinat d'un ministre qui s'appelle Laporte. Tu vis cette période-là pendant 10 ans, puis après ça, tu as une période de temps où, là, la loi et l'ordre commencent, tout le monde asseille ses ailes, tout le monde partout pendant 50 ans. Au bout de 5 ans, tu te débarrasses du gars qui était là, puis là, il rentre au pouvoir un péquiste qui répond à des aspirations qu'une grande partie du peuple avait dans la tête depuis longtemps. Puis le gouvernement est là, puis à ce qu'on nous a fait, ou ce qu'on a fait, nous autres, aux syndicats, par rapport à ce que le PQ était capable de faire aux mêmes syndicats, c'est jour et la nuit. Pourquoi? Parce que le PQ, c'était un d'eux autres. C'était pas la créature de la FTQ, mais c'était un associé de la FTQ. La CSN s'est toujours tenue un peu à l'écart du débat politique entre le PQ. Mais nationalistement, la CSN est là aussi. Puis la CSD est à l'extérieur. Mais juste diminuer les salaires de la fonction publique, comme ça a pu être fait par le PQ, si on avait fait ça, nous autres, les libéraux, quand je te disais tantôt, qu'au début de notre conversation, que notre proposition qui avait amené l'emprisonnement des 3 chefs syndicaux, c'était de maintenir le pouvoir d'achat. C'était d'enrichir les gens au même titre que le reste de la population, puis c'était de les payer dans la moyenne généralement observée. C'était les 3 principes qu'on avait, puis on a eu des grèves, 250 000 à la fois, dehors. Quand le PQ a réalisé qu'à un moment donné, il n'était plus capable de rencontrer ses budgets et que les salaires de la fonction publique devaient diminuer, il l'a fait. Tu as eu des protestations, mais tu n'as pas jamais eu ce qu'on a eu quand on a offert ce qu'on avait offert en 71. Puis ça, là, tu vois là, que, dans le fond, les syndiqués ont mis au pouvoir des gens avec qui ils s'entendaient. Et ces gens-là avec qui ils s'entendaient ont été en mesure de les convaincre, beaucoup plus qu'on aurait pu le faire, de la nécessité de rencontrer les objectifs de l'État, que ce soit en matière de taxation ou d'impôt, et en matière de dépenses. Et le langage qu'on avait, la capacité de payer de l'État, on l'avait en 71, on l'avait en 72, ça ne pognait pas. Ça a pogné quand il s'est agi de quelqu'un qui avait la confiance de ces gens-là. Mais nous autres, on ne l'avait pas, on était des capitalistes, on répondait davantage, selon eux, à Paul Desmarais qu'à M. Pépin et à M. Laberge. M. Cournoyer, à l'été 75, M. Bourassa vous change de ministère. Vous passez de travail de main-d'œuvre aux richesses naturelles. Est-ce que ça vous a surpris, ce changement-là? Disons que compte tenu de ce qui s'était produit lors de la commission Tlich, puis du rapport de la commission Tlich, il fallait bien s'attendre à ce que le premier ministre décide à un moment donné de procéder à un remaniement quelconque. J'avais été l'objet de reproches très clairement dits dans le rapport de la commission Tlich. Puis ça, un premier ministre ne peut pas traîner ça très longtemps. Et ça faisait quand même un certain temps que j'occupais le ministère, passé 5 ans.
Puis peut-être aussi que Jérôme Choquette a occupé le ministère de la Justice depuis trop longtemps, lui aussi. De toute façon, à un moment donné, qu'est-ce qui motive un premier ministre de faire un remaniement ministériel? Je le saurais dire. Dans mon cas, je pense que je sais pourquoi, là, à cause de la commission Tlich. Dans les autres cas, je ne sais pas. Mais ça a été un virage comme celui-là. Étiez-vous à l'aise dans vos nouveaux souliers? Écoute, quand ils m'ont nommé, le soir, j'étais ministre du Travail, puis à 5h30, j'étais ministre des Richesses naturelles, mais je savais même pas, ce que c'était. Hydro-Québec, je savais que ça existait, mais SOCAM, je ne le savais pas, la SOCIP non plus. Les mines, je ne connaissais pas ça, le pétrole encore moins. Puis il y avait les eaux aussi qui relevaient du ministère. Mais, tu sais, quand tu es nommé, tu as des grandes corporations qui soudainement relèvent de toi, mais tu ne les connais pas. Dans le code des richesses naturelles, c'est Hydro-Québec qui relevait de la fonction du ministre des Richesses naturelles. Et là, le matin même, quand j'ai été nommé, j'avais un téléphone de M. Giroux qui me demandait si j'avais signé le papier qui était devant lui, devant mon bureau. M. Giroux, il dit « Jean, as-tu signé mon papier? » « C'est quoi ton papier? » Il est sur le bord de ton bureau, là, au bout. Il dit « Je l'ai envoyé par le chauffeur cette nuit. » Bon, je dis « C'est quoi qu'il y a? » Pendant que je parlais avec Rodin, ça cogne à la porte. Il y en a un qui se branle, puis il ouvre la porte. Il y avait des doubles portes. Il y avait une porte de même, une porte de même. Pouf. « Monsieur Cournoyer, je suis votre sous-ministre. Avez-vous signé votre papier? » Je dis « Non, signez-les pas. » Alors, tu te retrouves avec... Si jamais tu ne se comprends rien, tu ne sais pas ce que c'est ce maudit papier-là. Mais Roland était pressé que ça soit signé. C'était une augmentation des tarifs d'électricité. Il dit « Robert est d'accord. » Tu sais, il avait négocié ça ou discuté de ça avec Robert. Tout ce que ça prenait, c'est la signature du ministre. Mais Roland pensait que c'était simple parce que c'était Robert qui était d'accord. J'ai compris qu'à Hydro-Québec, c'était pas moi qui étais boss, c'était Robert. C'était le premier ministre qui était à boss de l'Hydro-Québec. J'ai compris tout de suite. Quant à mon sous-ministre, lui, c'est de valeur, mais il voulait avoir une sorte d'autorité sur l'Hydro-Québec parce que, tu sais, l'Hydro ça avait les eaux complètes. L'Hydro, puis c'est Hydro, c'est de l'eau. Mais le directeur général des eaux n'aime pas bien ça que quelqu'un vienne faire des barrages en se foutant pas mal des effets en bas par rapport aux effets d'en haut. Tu veux faire un réservoir en haut, tu fais un barrage. Mais en bas, qu'est-ce qui se passe après? Dans ce temps-là, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a des enquêtes et des recommandations qui sont faites par des bureaux d'aménagement, etc. Mais dans ce temps-là, l'Hydro-Québec emmenait large, surtout directement au bureau du premier ministre. Mais comme ministre, vous n'aviez pas l'impression d'être un peu à la merci, surtout que vous le dites vous-même, vous ne connaissiez pas les rouages. Non, je ne connaissais rien là-dedans. Puis mon expérience m'enseignait qu'avant de cogner aux portes, il fallait que je sache un peu plus ce que c'était. Et la façon dont j'ai choisi, c'était de faire des discours. Alors, les discours étaient préparés par les fonctionnaires. Alors, en même temps que je faisais un discours ou une conférence, j'apprenais ce qu'était le ministère. Je l'apprenais pour la Direction générale des eaux, puis je l'apprenais quant aux relations entre Hydro-Québec puis telle ou telle partie de mon ministère. Mais c'est une méthode, disons, qui est là, mais tu n'as pas le temps, bien gros, d'apprendre. Moi, je m'étais mis dans la tête, en observant les choses, là, que ça prend à peu près 2 ans avant que tu possèdes complètement dans ta tête, avec peut-être la possibilité d'appliquer des idées nouvelles, le ministère dans lequel tu es nommé. Parce que dès le point de départ, tu n'es pas le technicien de tout ça. Tu n'as pas été élu parce que tu étais ingénieur en électricité. Tu n'as pas été élu parce que tu étais un ingénieur au barrage. Tu n'as pas été élu pour ça. Tu as été élu, dans mon cas, au ministère du Travail, j'avais été nommé à cause de la réputation que j'avais dans le domaine du travail. Mais quand tu arrives aux richesses naturelles, l'autorité suprême du ministère, c'est toi, mais tu ne connais rien. Donc, pour pouvoir dire « je suis autonome » ce matin, ça prend à peu près 2 ans. Mais là, au bout de 2 ans, là, tu commences à avoir du pouvoir. Puis tu remarqueras ça, toi, dans l'histoire, tu t'en souviendras.
Au bout de 2 ans, les rumeurs de remaniement ministériel surviennent. Ouais, C'est puis pas tu sais faux. pas qui c'est qui la lâche, la rumeur, mais elle commence. Puis d'un coup, hop, tu changes de ministère. Fait que là, tu recommences ton deuxième apprentissage. Pour un autre 2 ans, tu essaies de comprendre ton ministère. Quand tu le comprends, tu perds les élections. Quand tu te retrouves, tu as tout compris, mais tu peux en parler longtemps après. C'est là que vous avez été en mesure de jauger l'influence et puis les limites d'un ministre. Ah, c'est surtout à Hydro-Québec. Enfin, je n'avais pas été nommé dans les mêmes circonstances et l'emploi n'était pas le même non plus. C'était un emploi de technicien, technocrate, ou un emploi pour quelqu'un qui dit « Si Robert a dit oui, je dis oui. » Fini. Tu t'occupes pas de ça. Les relations entre Hydro-Québec et le premier ministre sont plus importantes que les relations entre Hydro-Québec et le ministre des Richesses naturelles. Ceux qui ne comprennent pas ça, là, qui sont en dehors du chemin. Vous n'avez pas eu le temps d'initier les choses pendant les quelques mois que vous avez été là? Non, pas du tout. D'abord, il y a eu le conflit des employés d'Hydro-Québec dans les derniers milles, là, sur les derniers milles. Ça, vous l'avez eu, Là, je l'ai eu dans le solide, oui. J'ai eu solide parce que je me suis mêlé, comme si j'avais été ministre du Travail. Je m'en étais mêlé avant de certains des conflits d'Hydro, mais j'étais ministre du Travail. Mais là, je m'en suis mêlé comme patron, entre guillemets, d'Hydro-Québec. Et ça, là, c'est pas acceptable. Puis ça n'a pas été acceptable. Puis si c'était à faire, je ne le ferais pas. On ne se mêle pas de la régie interne d'Hydro-Québec sans connaître Hydro-Québec par cœur. Puis tu connais Hydro-Québec par cœur quand tu en émanes, puis que tu es devenu président d'Hydro-Québec, vice-président, directeur de ci, directeur de ça. Tu es monté dans les échelons, tu la connais à partir du début jusqu'à la fin. Et pour ça, parfois, qu'on se demande qui va être président d'Hydro-Québec, la plupart du temps, de ce temps-ci, c'est des gens qui émanent de la structure. Parce qu'ils sont préparés pour prendre le poste d'en haut. Mais une fois qu'il est rendu là, le petit moineau qui est au-dessus, là, qui est changeable à tout bout de champ pour toutes sortes de raisons, que ce soit le peuple qui décide de le changer ou le premier ministre qui trouve qu'il serait plus utile ailleurs. En 1976, M. Bourassa a déclenché les élections qu'on a qualifiées d'hâtives parce que c'était après seulement 3 ans de mandat. Trouviez-vous que c'était le bon moment? Pour moi, il n'y a pas de bon moment pour déclencher des élections, surtout quand tu as tant de députés que ça. C'est-à-dire que moi, je critique souvent aujourd'hui des gens qui démissionnent. Tu démissionnes en milieu de mandat ou tu démissionnes au tiers, aux 2 tiers de ton mandat ou aux 3 quarts. C'est pas ça que tu as fait comme contrat avec la population. Tu as signé un contrat avec la population de gérer ses affaires ou de la représenter pendant une période de 4 ans au moins. Ils disent tu peux aller jusqu'à 5 ans, mais c'est au moins 4 ans. C'est quand tu brises ce contrat-là, c'est de valeur, mais il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct. Tu peux arriver dans des situations où le gouvernement est minoritaire. Je suis obligé de démissionner parce que je ne peux pas diriger dans les circonstances comme je voudrais le faire. Ça, c'est un gouvernement minoritaire qui peut faire ça. Mais un gouvernement aussi majoritaire que nous étions à l'époque n'avait pas d'affaire à déclencher des élections à ce moment-là. Et j'ai jamais compris, puis je ne comprends pas encore pourquoi on est allé en élection en 1976. Non, Robert savait ce qu'il faisait. Ou bien non, il était conscient que son gouvernement était à l'étouffer, qu'il était harcelé de toutes parts puis de tous côtés, puis que ça l'empêchait de vraiment jouer son rôle de gouvernement face à une population de plus en plus critique vis-à-vis ce qu'il faisait, ou ce qu'il n'avait pas fait, ou ce qu'il avait fait. À partir de là, je respecte le vœu du premier ministre, mais je n'aime pas dire au peuple que j'ai rompu un contrat aux 2 tiers ou aux 3 quarts de sa conclusion. Aujourd'hui, quand je vois des ministres démissionner, je suis obligé de dire, écoutez les gars, là, vous avez convenu avec la population de les représenter pendant les 4 prochaines années. Vous êtes aussi bien d'être bien malade pour lâcher votre job. Si vous lâchez votre job aujourd'hui comme député, vous obligez le gouvernement, vous obligez les contribuables à payer pour une nouvelle élection. Une nouvelle élection, ça coûte de l'argent aux contribuables, alors que vous vouliez être là pour 4 ans. Puis vous les avez convaincus que vous étiez le meilleur pour être là. Quand vous faites ça, puis vous démissionnez en plein milieu de votre mandat,
ou aux trois quarts, vous ne faites pas ce que vous avez promis à la population de faire. Et moi, je te dis, là, c'est une sanction que, si j'avais été premier ministre, ce que je n'ai pas été, mais ça aurait été épouvantable pour la personne. Elle ne serait pas partie avec une paye de séparation, c'est pas vrai. Là, en 1976, vous changez encore de comté. Vous passez de Robert Baldwin au comté de Richelieu. Richelieu, sur la rive sud. C'est pas du tout la même chose. Non. Passer Ben, d'un comté sûr à un comté pas mal moins sûr. Ben, disons que moi, je me suis toujours considéré comme étant un privilégié de M. Bourassa. J'ai eu de la misère dans ma carrière, mais j'ai toujours eu le soutien de M. Bourassa pendant tout le temps où j'étais là. Et comme je me suis considéré comme privilégié, quand il m'a demandé d'aller dans un comté qu'il croyait que j'étais capable de gagner, j'ai dit, Robert, je ne veux pas y aller. Mais je dis, si tu me donnes l'ordre, je vais y aller. Il dit, Jean, je te donne l'ordre. Alors là, c'est Claude Simard, qui était le député à l'époque. Claude il ne voulait plus pantoute entendre parler de ça. Puis moi, je venais de Sorel. Donc, le chef-lieu du comté de Richelieu, c'est Sorel. Je suis venu au monde, là. Alors, Robert avait fait le calcul, probablement, qu'un Sorellois, peut-être, surtout avec ce que j'étais avant. J'avais été dans l'opinion publique partout, puis constamment, pendant les 5 ou 6 dernières années. J'étais un petit gars de Sorel. Il y en a qui sont de Shawinigan. Moi, j'étais de Sorel. Mais les gens de Sorel ont dit non, point. C'est sûr que quand je suis arrivé dans le comté de Richelieu, puis que j'ai découvert que c'était pas rien que Sorel, le comté de Richelieu. Il y avait Saint-Robert, il y avait Saint-Jude. Oui, c'était un électorat bien différent, là. Totalement différent. Puis, tu sais, industriel sur un côté, agricole sur un autre, urbain. En fait, c'est un amalgame assez intéressant, mais quand tu restes là, et toi, ma logique, si j'avais suivi la même logique que quand je suis parti du comté de Chambly pour aller dans Robert Baldwin, je ne serais jamais allé dans Richelieu. Mais c'est pas la même logique. Ma logique, la seconde, c'était d'obéir à un vœu exprimé par celui qui m'avait fait ce que j'étais. C'est lui qui est venu me chercher en dehors de la politique, puis qui m'a placé dans les fonctions où j'ai été, et où j'ai été heureux, plus ou moins, mais quand même. J'ai quand même pas... j'ai eu de la difficulté, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas capable de les rencontrer. Mais vous n'en alliez pas vers un suicide en politique? C'est-à-dire politique. Le mot politique revient souvent dans notre conversation parce que tout le monde pense que j'en ai fait beaucoup, mais moi, là, je me suis dit, je m'en vais dans le comté de Richelieu parce que mon boss me dit d'y aller. Je me suis en allé dans le comté de Robert Baldwin parce que je trouvais qu'il devait avoir un député dans Chambly, qui reste dans Chambly. Alors, ça, c'est des raisonnements totalement différents. Mais dire suicide politique, il a fallu que j'ai des ambitions énormes, ce que je n'avais pas, sauf suivre ce que mon patron me disait. La campagne a été assez ardue. Entre autres, vous avez eu les grévistes d'Hydro-Québec sur le talon. Tout le long. Ils ne m'ont pas manqué une fois. Ils ont même souvent là, coupé la lumière dans mes salles, les salles d'assemblée. À un moment donné, quoi, on est dans le noir, ça. Ils avaient trouvé un switch. Mais c'était pas eux autres, jamais. C'était ça, le switch. Et vous aviez un comité d'accueil comme on voit de temps en temps? Oui, avec des pancartes, tout ce qu'il faut. Surtout le harcèlement, c'est continuel. Puis, ils m'aimaient beaucoup, mais j'étais leur cible. Ils ne pouvaient pas faire ça au président d'Hydro. Le président d'Hydro, lui, c'était pas pareil. Mais tu sais, quand tu t'en vas à Saint-Robert, puis tu arrives à Saint-Robert dans un sous-sol d'église, puis tu es en train de faire un discours, puis les lumières s'éteignent, tu te dis « wow ». Là, tu regardes dehors, puis ils sont là, ils t'attendent. Puis ils t'accompagnent quand tu t'en retournes chez vous. Puis ils restent dans le même hôtel que toi, parce que si j'étais resté là à Sorel, je restais chez moi. Mais là, j'étais à l'hôtel, puis les autres, ils avaient loué des chambres au même hôtel que moi. Ils se levaient en même temps que moi le matin. Puis ils me suivaient pour la journée. Une belle compagnie. Très belle compagnie. C'est bien intéressant, M. Cournoyer. On continue la semaine prochaine.